qu'en effet, des complications apparaissent. Dès le début, Youssef est mal à l'aise avec ses couronnes. Elles sont trop grosses. Elles le blessent sans arrêt. Mais la sensation, il n'y a rien qui va. La façon de parler, de manger. Et puis ça m'a coupé. À l'intérieur, quand je parle, ça me coupe. Et je crache, j'ai du sang. J'ai la sensation d'avoir, c'est pas des dents, il y a des fers à repasser qui est dans la bouche. S'alimenter, s'exprimer, tout devient difficile pour Youssef. Et la situation s'aggrave de jour en jour. Son quotidien vire au supplice. Mais alors, les douleurs, mais c'est pire qu'une rage atroce. À devenir fou. Je dormais pas. C'était un enfer. Dans ma tête, on m'a dit que j'avais des appels dans ma tête. Là, j'ai dit là, il faut faire quelque chose. Et il faut que ça s'arrête, cette histoire. Je vais avoir beaucoup de générites à répétition, des abcès. Après, c'est vrai que la mauvaise haleine est tout le temps là, présente. Aussi des douleurs, des grosses douleurs aux dents. Je suis rentré chez Gage. Je mangeais comme normalement. Je pouvais faire tout normalement. Et en sortant chez Gage qui venait m'arranger, je ne pouvais plus rien faire. Par exemple, mordre dans une pomme, alors là, c'est pas la peine d'essayer. Mordre le bout de pain, c'était pas possible. Il y avait toujours cet appareil-là du milieu qui tombait. Les prothèses de Pierre ne tiennent pas. Elles auraient été mal collées. Les repas deviennent un enfer. Il a peur à tout moment de perdre ses fausses. Et il doit bannir tous les aliments trop consistants. Un calvaire que vit également Youssef. Dans sa bouche, c'est le désastre. L'épice, mes dents qui commençaient pratiquement à pourrir, toutes les couronnes, c'était gonflé, elles étaient pas adaptées. Et les infections, elles commençaient. J'ai tous les sinus ici qui sont bouchés, tout ici. Heureusement, la sinusite est devenue chronique. Et là, on ne peut plus rien faire. J'ai plus de sinus, plus rien. Et par rapport à ça, elle est devenue chronique, donc maintenant, je l'ai à vie. À bout, Pierre retourne au cabinet de Lionel Gage dans l'espoir d'être soigné. Gage ne me reçoit plus. Gage fils. C'est le père Gage qui était là. Il n'était jamais content. L'air de dire, oh, il me semble que vous venez un peu trop souvent. Non, mais honnêtement, hein. Et là, étrangement, c'est plus le fils qui prend les choses en main, c'est le père qui va servir de coussin, d'amortisseur. Il y a un système avec un jeu de rôle que chacun s'est attribué. Et donc, son père va, d'une certaine manière, s'occuper de ça et sa faute. Il me dit, oh, ouvre la bouche. Je vois la bouche. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien. Puisque j'ai tous les couronnes. Il ne voit pas ce qui se passe dessus. Et il me marque antibiotique, anti-inflammatoire. Il me dit, tu vas voir, ça va aller. En chaque fois, c'était ça. Et je me dis, mais où on va? Et là, j'ai commencé à avoir peur. On est saisi par le mépris qu'ils ont pour leurs patients, en fait. Les patients sont considérés comme des obstacles, des emmerdeurs, c'est mon expression. Ce ne sont pas des patients, ce sont simplement des bouches destinées à faire du cash. Et une fois que le problème médical arrive, on veut s'en débarrasser. Dans cette entreprise lucrative, Lionel Gage se serait donc trouvé un fidèle complice, son père, Jean-Claude. Et chacun aurait eu un rôle bien défini. Au fils, la pose systématique des prothèses sans consentement. Au père,
l'éviction des râleurs. Le 27 novembre 2012, Lionel et Jean-Claude Gage sont interpellés et placés en garde à vue. Quelle explication pourront-ils donner à l'activité hors norme de leur cabinet? Comment arriveront-ils à justifier leurs millions de chiffres d'affaires? Et surtout, le nombre inouï de prothèses posées. Les enquêteurs pensent que la partie va être très serrée parce qu'il leur manque l'essentiel, c'est-à-dire la preuve que les actes médicaux n'étaient pas justifiés. Et cette preuve, ils ne peuvent l'obtenir que de Lionel Gage. Mais rapidement, ils se heurtent à un mur. Il répond de manière assez générale aux questions qu'on lui pose, mais quand on va dans le détail, il se souvient plus. Il faudra répondre. Lionel Gage trouverait ses auditions au droit dans ses bottes, puisque quand on lui fait remarquer qu'il y a un nombre important de patients et qu'il est difficile de traiter tous ces patients au cours d'une même journée, il explique « Mais je suis un excellent dentiste ». Il estimait qu'il était meilleur que la plupart de ses autres confrères. Il s'est targué à un moment donné de dévitaliser une dent en 10 à 15 minutes, là où ses confrères mettaient en moyenne 45 minutes. Vous pouvez vérifier, tous les actes que j'ai déclarés ont été réalisés par mes soins. Et si je les ai faits, il y a toujours une justification médicale. Il y avait notamment des patients qui avaient de graves problèmes dentaires, de caries, de dents qui se déchaussaient, et moi, en conscience, j'estimais qu'il fallait traiter ces patients. Il se vit complètement en Mozart de l'art dentaire, et pour lui, les autres ne sont que des besogneux, quoi. Face à tant d'aplomb, les gendarmes changent de stratégie. Ils décident de confronter le dentiste aux déclarations de ses employés. Mais rien n'y fait. Lionel Gage balaie rapidement toutes leurs accusations. Après 48 heures de garde à vue, les gendarmes n'ont obtenu aucun aveu de Lionel Gage, ni de son père Jean-Claude. Mais le 29 novembre 2012, ils sont mis en examen pour escroquerie. Deux dentistes marseillais présentés cet après-midi à un juge d'instruction qui les a mis en examen pour des faits particulièrement graves d'escroquerie auprès de leurs patients et de la sécurité sociale. Lionel Gage a été à une époque le dentiste le plus prospère de France avant d'être radié, accusé d'avoir mutilé plus de 450 patients. On est sur du très facile en termes de montant, de persistance de ces pratiques et d'abus sur des personnes vulnérables, d'absence totale de scrupules. L'interpellation des Dr Gage fait du bruit. La presse s'en saisit. Toute la France découvre soudain ces intrigants dentistes qui auraient siphonné les caisses de la Sécu. À Marseille, c'est le stupeur. C'est une affaire totalement folle parce que c'est le dentiste riche qui se fait son argent sur le dos des plus pauvres. Ça choque considérablement quand l'affaire sort. Ça va être surtout l'occasion d'une prise de conscience. Les gens vont rattacher leurs problèmes au mauvais traitement que leur a fait subir le cabinet Gage. Et ça va être le début des premières constitutions de partie civile qui vont se compter en dizaines, puis en centaines. Dans tous les commissariats de Marseille, il y avait des gens qui venaient pour déposer plainte. Il y a aussi certaines personnes qui ont été entendues dans le cadre de l'enquête.
et qui ont dit qu'elles étaient totalement satisfaites par l'intervention de Lionel Gage. Et au bas mot, il y en a au moins 3500 qui n'ont pas déposé plainte. Cette médiatisation, finalement, peut libérer leur parole. Ce qui est exceptionnel. Des gens ont pu se rendre compte que le grand docteur dont on louait la gentillesse et le savoir-faire dans son quartier, en fait, c'était juste un escroc. Quand ils apprennent l'arrestation de Gage, leurs anciens patients tombent des nues. Je me suis sentie très très trahie. De me dire presque c'est un membre de ma famille qui m'a mis un couteau dans le dos. De savoir qu'on s'était fait avoir comme ça, alors là, ça a été pour moi ma honte, vraiment. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on se soit fait avoir, que tous les deux, il n'y en a aucun qui ait réagi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, j'ai jamais compris. Oui, je suis en colère contre lui de me dire qu'il l'a eu juste pour de l'argent. Pour Sarah, Pierre et Youssef, c'est le déclic. Ils décident de porter plainte. Comme eux, ils seraient bientôt près de 300 à témoigner devant les gendarmes. Un nombre record de victimes présumées qui racontent toutes la même chose. Un véritable massacre dans leur bouche. Les enquêteurs seraient donc face à un énorme scandale sanitaire.